Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre et j'ai la voix un peu niquée. Et pour cette émission, je suis rejoint par Pete. Salut Pete. Salut Mythe et salut tout le monde. Alors Pete, est-ce que tu veux te présenter à nos auditeurs, nos auditrices ? Avec plaisir. Écoute, je m'appelle Pete ou Pierre dans la vraie vie. Je suis animateur de classe de mer et je joue aux jeux vidéo depuis... alors j'ai 41 ans et je joue depuis tout petit à des trucs sur des écrans. J'ai commencé sur des Pong en noir et blanc, sur des télés en noir et blanc et depuis j'ai pas trop arrêté. Voilà. Et j'ai aussi écrit... Alors, J'ai aussi écrit quelques petites bafouilles sur un site pas très connu de jeux vidéo rétro, mais voilà, ça reste entre nous, évidemment. Ça reste entre nous. Est-ce que le Pong en noir et blanc sur lequel tu jouais sur la télé en noir et blanc, il était branché à une orange ? Non, je n'avais pas de pneus pour jouer avec un bâton à Noël, j'avais un peu plus de moyens. Mais il y avait une touche orange dessus, donc ça se recoupe. Ouais, c'est peut-être ça. C'est là que tout se recoupe. Alors, Pete, la raison pour laquelle je t'ai invité à cette émission aujourd'hui, c'est pour parler d'un sujet qui, je trouvais vraiment intéressant, qui est un genre de jeu qui est très populaire et qui est d'autant plus populaire que aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre et la semaine prochaine sort sur Nintendo Switch Metroid Dread, qui sera Metroid 5. Mm-hmm. Et oui, c'est un jeu qui appartient à la grande famille de ce qu'on appelle les Metroidvania. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de en quoi consiste ce genre de jeu ? Je veux bien, oui. Donc les Metroidvania, pour ce que moi j'en retiens, on va dire que c'est plutôt des jeux globalement d'exploration. C'est généralement plutôt en 2D, quand on pense à Metroidvania. Enfin, je dirais ça. Et c'est un jeu dans lequel faut explorer un univers qui est constitué de plein d'embranchements. Et en fait, il faut explorer tous ces embranchements qui, de temps en temps, sont bloqués par des obstacles, par des portes. Et dans d'autres embranchements, on trouve de quoi débloquer les premiers. Et il faut progresser un petit peu comme ça. Et en plus, avec son petit personnage qui progresse aussi en même temps. Donc voilà. Puis avec pas mal de plateformes et d'actions dans des proportions variables, ce qui des fois me pose problème personnellement, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Voilà ce que je dirais. Ok. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu pourquoi ce genre de jeu porte ce nom-là en particulier ? J'ai l'impression de passer mon examen de rétro gamer. Oui. Alors trop pas, c'est juste trop pas. Non mais il y a pas de problème. Oui, parce que c'est la contraction, c'est un mot valise fait des licences, des jeux, pardon. Metroid et Castlevania. Metroid qui est vraiment l'un des, enfin, pas le premier, mais l'un des plus anciens, d'une des plus anciennes séries, à utiliser cette formule avec le jeu Metroid sur Famicom. Et Castlevania, en fait, c'était pas ça au début, mais c'était des jeux plutôt d'action. On tapait avec son fouet. Puis ils ont opéré un virage dans le milieu des années 90 où ils ont fait à peu près comme du Metroid. Et du coup, c'était deux noms populaires qui portaient ce genre et qui sont restés du coup très attachés à ce style. Voilà. Oui, c'est vrai que du coup, les Castlevania se sont mis à faire ça en 1997 avec Castlevania Symphony of the Night sur PlayStation première du nom, un jeu qui est, je sais, très cher à ton cœur pour une raison très particulière. Oui. Il faut vraiment que je me ridiculise devant tout Internet maintenant.
Non, absolument pas. Non, mais moi je trouve pas ça ridicule, je trouve ça plutôt intéressant, au contraire. Oui, enfin, tu veux que j'en parle maintenant, du coup, ou que j'explique? Ou tu te le C'est gardes? comme tu le sens. Si tu le sens, Euh, c'est comme tu le sens. Si tu veux le dire maintenant, tu le dis maintenant. Sinon, on le dit pas. Sinon, on le dit plus tard. on peut le dire plus tard, comme ça on a fait un joli teasing. Voilà. Très bien. Parfait. Et donc, effectivement, ça a commencé avec le premier Metroid, qui est un jeu où on incarne Samus Aran, une chasseuse de primes dans son armure cybernétique qui traverse la planète Zébès afin de débusquer les pirates de l'espace et leur botter les fesses. Un jeu où il y a effectivement beaucoup d'exploration, beaucoup d'allers-retours pour débloquer des pouvoirs qui permettent d'aller à de nouveaux endroits, qui permettent de débloquer encore de nouveaux pouvoirs, qui permettent encore d'aller à de nouveaux endroits. Un jeu qui a marqué son époque, mais qui est assez difficile à réaborder de nos jours avec les standards modernes, et qui a eu une première suite sur Game Boy, Samus Returns, Metroid 2, qui améliorait la formule en permettant de faire des choses aussi bêtes que tirer vers le bas ou s'agenouiller avant de tirer. Et puis, en 1994, sur Super Nintendo, le jeu qui a probablement, même si c'est pas le premier, qui a vraiment défini le genre, à la fois dans ce qu'on en attend d'un point de vue du jeu, mais aussi ce qu'on en attend d'un point de vue esthétique, c'est Super Metroid, Le qui mythique. est le mythique, hein, le jeu qui est encore joué aujourd'hui par les communautés de speedrun. Le jeu qui, contrairement à Alien 3, n'est pas une manière bizarre de clore une trilogie parce qu'un réalisateur a été en conflit avec les producteurs d'Hollywood, mais plutôt quelque chose à mi-chemin entre la suite et le remake du premier Metroid, où on retourne sur la planète Zébès. Il y a plein de boss et de lieux qu'on a déjà visités. Il y en a en plus. Et on a là vraiment les bases, les fondations du Metroidvania moderne. Un mot d'ailleurs que je trouve assez malheureux, Metroidvania, pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a Metroid en entier, mais il n'y a pas Castlevania en entier, ce qui est pas très sympa pour Castlevania, parce que même si c'est eux qui ont pris la suite de l'exemple qu'a donné Super Metroid, d'une part, je pense qu'ils ont fait plus de Metroidvania que Metroid. C'est vrai. Et d'autre part, Metroidvania, c'est chum, alors qu'on avait l'option d'appeler ça des Castleroids, qui est un terme que j'emprunte à Stéphane, je lui fais un gros bisou, qui est un terme qui est à la fois plus équilibré et plus sympa en bouche. C'est pas faux, c'est un petit charme que... Ouais, Castleroid, je vais essayer de l'imposer, tiens, dans les salons UP. C'est beau. Sinon, sur des Discord anglophones, j'ai vu passer des termes comme action-exploration ou des choses comme ça, qui sont pas complètement déconnants si on veut divorcer le genre des marques auxquelles il est initialement attaché. Soit. Mais nous sommes des poètes, donc on préfère les noms un petit peu... Voilà, un petit peu plus lyriques. Je trouve que c'est mieux comme ça. Absolument. Et puis Castleroid, ça en jette. Et donc, on a ces jeux, donc où, comme tu l'as dit, on a un personnage qui doit avancer dans un environnement assez complexe, en général constitué de plusieurs écosystèmes, où on va régulièrement rencontrer un obstacle infranchissable, devoir faire demi-tour, chercher un autre chemin dans lequel on trouvera une clé, en général sous la forme d'un nouvel élément de gameplay, un second saut, une nouvelle arme, un nouveau moyen de traverser des endroits jusque-là inaccessibles et qui permettent de passer l'obstacle qu'on avait rencontré plus loin. C'est donc un jeu qui demande de la mémoire, qui demande de la patience, qui demande une certaine agilité à la manette dans la mesure où ces allers-retours entre l'obtention des pouvoirs et le dépassement des nouveaux obstacles ne va pas se faire sans heurts. En général, ces écosystèmes qu'on traverse sont remplis de petites bêtes plus ou moins agressives et plus ou moins sympas. Et c'est là que moi, j'ai une première difficulté avec ce genre. En fait, c'est un des premiers problèmes que j'ai. Je sais pas si toi, tu as ce problème-là aussi. Mais en général, c'est pas des jeux faciles. Je sais pas ce que t'en penses. Alors c'est intéressant que t'en parles parce que c'est aussi un peu le ressenti que j'avais sur ces jeux-là. Et notamment, je dirais que c'est une des raisons pour lesquelles je suis un petit peu en froid
avec ce style de nos jours. C'est des jeux que j'ai pas mal pratiqués il y a quelques années, mais je comprends. Je comprends ce que tu dis, d'autant plus que c'est par exemple la difficulté qui m'a fait abandonner Hollow Knight au bout de 20 heures, ce qui va me valoir les foudres de beaucoup de gens, je pense. Oh, bah, tu sais, Hollow Knight, c'est un excellent jeu, Hollow Knight, hein, mais si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Hein, il faut pas vous forcer. À la rigueur, mon conseil pour jouer à Hollow Knight, c'est vous y jouez tant que ça vous fait plaisir, et quand ça cesse de vous faire plaisir, soit vous ouvrez une soluce, soit vous arrêtez de jouer, mais vous ne sentez pas obligé de errer sans but indéfiniment. Il y a quand même ce qu'on va appeler des défauts d'affordance. Hein. Donc l'affordance, c'est la capacité d'un logiciel, ici en l'occurrence un jeu vidéo, à dicter ce que l'utilisateur doit faire. Et de ce point de vue-là, Hollow Knight pêche assez méchamment à plusieurs endroits, notamment certains qui sont obligatoires pour voir la vraie fin, et que tu sais pas que c'est pas la vraie fin quand tu vois la fausse fin. Et ça, c'est un petit peu complexe, quoi. Donc, faut pas hésiter sur Hollow Knight. C'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu aussi plusieurs fins possibles qui est assez à la mode maintenant. Enfin, c'est assez courant que les jeux aient ça. Et c'est d'autant plus frustrant de se dire je vais m'arracher un peu pour finir le jeu, mais peut-être que je m'arracherai pas assez pour être dans la catégorie des bons joueurs qui ont eu la bonne fin. Donc ça peut être un peu agaçant, même si ça existe depuis un moment. Si tu me permets, juste par rapport à ce que tu disais, justement, je pense que les Castlevania qui ont vraiment, je pense, ancré ce terme Metroidvania dans les esprits, je pense qu'on pense, toi comme moi, aux épisodes Game Boy Advance et DS. Il y a quand même 3 sur chaque console. Était peut-être plus facile, justement, parce que tu pouvais un peu plus bourrer. Et c'est peut-être pour ça que je les ai faits. Et peut-être qu'ils étaient un peu plus faciles, que des jeux de maintenant. Moins de plateformes, plus de bourrinage, je sais pas. Ouais, il y avait un truc qui permettait de pouvoir bourriner plus facilement, c'est qu'il y avait des éléments de RPG, de jeu de rôle, avec un personnage qui progressait à la fois dans son équipement, mais aussi dans sa puissance au fur et à mesure qu'il battait des ennemis. Et donc, il était possible d'aller dans son coin, répéter un combat en boucle contre un ennemi pas très fort, accumuler beaucoup de points d'expérience et devenir balèze pour aller franchir l'obstacle suivant. Ça, c'est... Et oui, le farming. C'est sûr que... Ouais, il y aura un épisode de Hot Takes et Slow Burn sur le farming, vous inquiétez pas, on en parlera en détail, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, et je n'ai toujours que ça à foutre. Je frétille d'avance. Et du coup, un autre problème que moi j'ai avec la difficulté des Metroidvania en général, c'est que, comme c'est des jeux d'exploration, c'est facile de se perdre. Et quand on se perd, parfois, on se perd dans des endroits où on n'est pas censé aller parce qu'on n'a pas du tout l'équipement pour y être. Et on se retrouve face à des ennemis qui sont beaucoup trop forts. On s'est dit, allez, je pousse un peu et on va à un point de sauvegarde. On sauvegarde. Et on peut pas retourner en arrière parce qu'on est trop nul avec nos gros doigts carrés pour retourner à l'entrée de la zone, et on a sauvegardé comme des gros bourrins, et on est bloqué là pour toujours, et on a envie de mourir. Oui, je sens un trauma dont tu veux nous parler. Ouais. Est-ce que tu as un exemple précis ? Écoute, j'ai un exemple extrêmement précis. Il y a quelques mois de ça, j'ai acheté un Metroidvania sur Switch. Comment il s'appelle ce jeu ? C'est un Metroidvania sur tout le Touhou Project. C'est du pixel art absolument magnifique. Des animations à se damner. C'est vraiment très très chouette, mais je suis bloqué parce que je peux pas retourner en arrière et je sais pas où je dois aller. Et je meurs quand j'essaie d'aller quelque part. Donc, je ne sais pas si je verrai un jour la fin de ce jeu. Tu veux dire par là que tu te retrouves obligé de faire une chose impossible de nos jours, qui est devenu inconcevable, c'est-à-dire recommencer un jeu depuis le début, qui est une habitude qu'on perd de plus en plus finalement, alors que c'était... oui, parce que n'est pas... C'était monnaie courante avant. N'est pas roguelite qui veut. Mais oui. Attention, référence. Ah oui, non, mais c'est terrible. Hein. Il va y avoir tout un cinématique univers au fur et à mesure que les épisodes vont s'accumuler. Et en plus, ça va être très facile à dire, hein, le HTSB-SCU. Très bien, oui. Donc, bref.
Un autre exemple, c'est Ori and the Blind Forest, où j'ai une petite idée d'où je dois aller, mais je meurs quand j'y vais, et je suis même pas sûr que c'est là que je dois aller. Et si c'est pas là, j'ai pas d'autre idée, donc voilà. Ok, je comprends. Ori, c'est aussi un autre jeu que j'ai commencé il y a pas si longtemps et que j'ai pas terminé. Mais pour d'autres raisons. C'est plus des raisons esthétiques, mais bon. Je vois ce que tu veux dire aussi. On m'a expliqué des choses à propos de Ori and the Blind Forest sur les aspects esthétiques qui faisaient un petit peu froid dans le dos. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça dans un podcast en public, donc je vais pas aller plus en détail, mais sachez que si vous avez l'impression de pouvoir aller à des endroits bizarres ou de pas pouvoir aller à des endroits qui ont l'air d'être tout à fait naturels, non seulement c'est normal, mais c'est délibéré et fait exprès dans le jeu. Donc voilà. C'est noté. C'est des jeux. C'est le genre de jeu que je respecte et que j'aimerais aimer, tu vois. Mm-hmm. Mais dans les faits, c'est des jeux auxquels je joue assez rarement. Le dernier gros Metroidvania auquel j'ai joué, accroché, allé jusqu'au bout. Enfin, au bout. Non, je suis pas allé au bout de tout et les DLC, mais c'était Hollow Knight, justement, sur lequel je me suis bien amusé, surtout quand j'ai lâché prise et que j'ai accepté le fait que j'allais regarder la soluce et que si je l'avais pas regardé, j'aurais jamais été aux endroits où il fallait que j'aille, dans l'ordre où il fallait que j'y aille. Donc, je n'ai aucun regret. Là, je suis très impatient de jouer à Metroid Dread, parce que j'ai joué à tous les autres Metroid et c'était très cool, j'étais très content d'y rejouer. D'ailleurs, on remarquera que, on verra si c'est le cas pour Metroid Dread, mais les Metroid, bizarrement, à part Super Metroid, ils suivent pas avec une précision d'horloger la formule consacrée du Metroidvania où t'es complètement perdu et tu trouves des petits trucs à gauche à droite. Très vite, tu vas avoir des déviations. Le premier Metroid le fait un petit peu par hasard, mais il n'y a pas de carte, il n'y a pas de point de sauvegarde. C'est une expérience assez singulière. Metroid 2, c'est un jeu qui est extrêmement linéaire, et ces deux remakes aussi, AM2R, le jeu, le fan game, oui. qui a été interdit par Nintendo, mais bon, il est sorti sur Internet, donc si vous cherchez un petit peu, vous pouvez le trouver. Ainsi que le remake officiel de Nintendo sorti fin 2017, qui s'appelle Samus Returns, fait par les Espagnols de Mercury Steam, donc sorti sur Nintendo 3DS, qui est un très chouette jeu, qui essaye de réintégrer un petit peu justement de mécanique de Metroidvania dans le très linéaire Metroid 2. Il y arrive plutôt bien, même si parfois il le fait un peu avec des gros sabots et c'est un petit peu dommage. Mais une fois qu'on est sorti de là, Metroid Fusion, sorti donc en 2002 sur Game Boy Advance, c'est un jeu qui est non seulement très linéaire, mais en plus dans lequel les nouvelles capacités s'obtiennent via des objectifs. Et c'est un autre personnage que ta seule volonté qui te dit il te faut ça pour pouvoir passer cet obstacle-là. Et du coup, on est vraiment dans une... Attends, j'ai un trou de mémoire là. Dans Fusion, il y a quoi? Il y a une IA qui te cause ou c'est ça? Oui, là. C'est ça, il y a une IA qui te file des ordres tout le temps. Elle te dit va là, puis va là, puis va là. Récupère ça et va là pour faire ça avec. Pendant presque tout le jeu, ça s'ouvre un petit peu plus à la fin. Mais sinon, c'est vraiment... Oui, le côté très linéaire, ça, je m'en souviens, effectivement. Et oui, ce côté aussi, d'ailleurs, qui va peut-être rappeler un peu... Enfin, que Metroid Dread va peut-être rappeler ce côté un peu track, enfin, un jeu du chat et de la souris. Visiblement, on revient là-dessus. Donc... Ah ben oui, de toute façon, oui, Metroid Fusion, c'était Metroid 4, où Samus est infectée par un parasite qui copie les organismes, et le seul moyen de la soigner, c'est de lui infuser de l'ADN de Metroid. Et quand on sait que le premier Metroid était inspiré par le célèbre film de Ridley Scott, Alien, le 8e passager, on se rend compte qu'il y a eu une tentative de faire une tétralogie qui suivait dans les jeux ce qui se passait à peu près dans les films, avec le premier épisode où tu as un contact avec l'alien, donc le Metroid dans le jeu. Deuxième épisode où tu vas sur la planète mère des créatures. Et où t'en as plein, du coup. Troisième épisode, bon, voilà, il y en a plein.
Troisième épisode, bon, je vais pas en vouloir à Nintendo de pas avoir cherché à émuler Alien 3 dans Metroid 3, donc voilà. Et l'épisode 4 où l'héroïne est infusée avec l'ADN du monstre pour pouvoir survivre. C'est vrai que j'ai jamais fait ce Qu'est-ce qui se parallèle-là. passe C'est. Oh là là. Oh je... Bravo, merci. Du coup, on est traqué par ce qu'on appelle le SAX, donc Samus Aran X, qui est un parasite qui a pris l'apparence de Samus Aran et qui a tout son arsenal et qui est super balèze et qui vous traque pendant le jeu. C'est un jeu qui n'est pas un jeu d'horreur, mais qui fait peur quand même. Ouais. Et du coup, je suis d'accord avec toi, il est probable que cette ambiance oppressante et cette sensation d'être la proie sera probablement remise au goût du jour dans Metroid Dread. Oui, avec ces espèces le premier Metroid avait aussi... Ouais, avec les robots de Portal 2 méchants à quatre pattes, là. C'est un peu l'esthétique tourelle de Portal, là. C'est ce que j'imagine être derrière les portes accès privé dans les Apple Store. Donc, le premier Metroid avait eu aussi un remake sur Game Boy Advance qui s'appelle Metroid Zero Mission, qui est un jeu qui appartient à une catégorie très particulière, qui est les jeux dont je sais qu'ils sont très bien, mais que j'aime pas du tout. Mais là aussi, il faudra inventer un terme pour cela. On réfléchira. Je vois que c'est bien, hein. Je constate que c'est bien, mais c'est pas pour moi. On en a tous. On en a tous, c'est sûr. Et donc, ce genre de Metroidvania, donc oui, après les Castlevania, ils sont beaucoup plus clairs dans leur formule. Hein. Il y a vraiment un boss, un pouvoir, une porte, et en général, à la fin, ce qui est très agréable dans ces jeux, c'est justement à la fin, quand tu as beaucoup d'équipements, que tu as beaucoup d'options de déplacement, beaucoup d'options de gameplay différentes, et que vraiment, tu as l'impression de pouvoir voler, virevolter, souffler comme le vent dans les environnements. Ce que notre cher Poyo appelle il n'est pas le seul, le power trip. Je crois que c'est ça qu'on utilise comme terme pour dire on peut retraverser le jeu et puis là, les ennemis s'empalent sur nous et on n'a plus rien à faire. Quoi. Exactement. D'ailleurs, dans les Metroid en général, c'est le moment où on a ce qu'on appelle la screw attack, hein, l'attaque en vrille, où on a un bouclier électrique indestructible autour de Samus qui tue en un coup n'importe quel ennemi. Donc c'est sûr que traverser l'environnement dans ces conditions-là, ça va. Au point d'ailleurs que le jeu devient pas très intéressant à jouer et c'est le bon moment pour aller au boss de fin. Ça, c'est bien fait aussi. Hein. Ça crée une porte de sortie naturelle pour les intentions du joueur. De se dire, bon, ça y est. Il n'y a plus rien à faire. J'ai cassé. Voilà. Je suis allé au bout. J'ai cassé le jouet. Je vais aller battre le dernier boss. Et du coup, on a dit que c'était des jeux qui étaient souvent en 2D. Il y a quelques exemples en 3D. On va me dire les Metroid Prime. Ça saute un petit peu aux yeux de se dire, bah oui, forcément, c'est des Metroid. Le premier, un peu. Donc Metroid Prime, hein, la trilogie de jeux en vue à la première personne où on incarne aussi Samus Aran. Les deux premiers sont sortis sur GameCube en 2003 et 2005. Le troisième est sorti sur Wii en 2007. Et il y a eu, en 2008 ou en 2009, une trilogie où les trois jeux sont ressortis sur Wii avec les contrôles en pointer la télécommande sur l'écran pour viser. Ouais. Des jeux très chouettes, que j'aime beaucoup. Le premier, assez proche d'un Metroidvania. Le deuxième, très structuré, presque comme un Zelda. Et le troisième, très linéaire. Très agréable à faire, mais très linéaire. Donc, on sort un petit peu de ce à quoi on s'attend. Non, moi, un bon exemple que j'ai de Metroidvania en 3D, c'est un vieux jeu de 1999 qui est sorti sur PlayStation et sur Dreamcast à l'époque et qui s'appelle Soul River, le deuxième jeu de la série Legacy of Kain.
Tu as joué toi à Soul River? Non, je n'ai pas joué tous ces jeux-là, y compris les Metroid Prime, hein, je dois avouer que ça correspond à la partie de ma vie où je jouais peu aux consoles de jeux. Donc toute la génération PlayStation, GameCube, Wii, il y a moins de matière, à part sur les consoles portables. Donc voilà. Ah, je vois. Bah, écoute, si t'as l'occasion, il faudra pas hésiter. De toute façon, je vais faire un épisode de HTSB et il sera peut-être même déjà sorti au moment où cet épisode-là sortira pour le public, où on parlera avec quelqu'un d'autre de Soul River plus en détail. C'est un jeu que j'aime beaucoup et qui est basé comme les Castlevania sur Game Boy Advance et sur 3DS, sur DS. Un boss, un pouvoir, un nouvel endroit où aller. Mhm. Mais du coup, la question c'est à quel point ce genre est-il rigide? Parce que des mécaniques de Metroidvania, on va en rencontrer beaucoup. Se dire j'ai besoin d'un nouveau pouvoir et ça va me permettre de faire de nouvelles choses. On le retrouve même dans les Sonic Adventure sur Dreamcast, où Sonic peut avoir des nouvelles chaussures qui lui permettent de suivre des lignes d'anneaux. On retrouve ça dans les Zelda aussi finalement, hein, qu'ils soient en 2D ou en 3D. En général, Link va récupérer un objet dans un donjon qui va lui permettre de traverser le donjon et de ensuite pouvoir, dans le monde extérieur, suivre le chemin et trouver le nouvel endroit du nouveau donjon pour pouvoir comme ça continuer l'aventure. Donc, je trouve que c'est un genre qui est assez plastique en fait dans ses définitions. Oui, je te rejoins tout à fait. J'ai eu très peur. Enfin, je me suis dit, ah non, ça va encore être Sonic 1 et l'ancêtre des Metroidvania. Oui, bah là, c'est bien ce que j'ai essayé de transmettre dans ma propre définition tout à l'heure. Quand je disais c'est plutôt des jeux avec et plutôt des jeux où, j'aime pas non plus fermer entièrement ces définitions-là, parce qu'en plus, on peut même penser à d'autres jeux plus anciens, pareil, un petit peu en 2D, contemporains de Metroid, comme Battle of Olympus ou des Faxanadu, des choses comme ça, même Zelda 2 finalement, oui. Pareil, on va chercher des Bah oui, pouvoirs, mais on ouvre des, ouais, on ouvre des complètement. trucs. Bon. Donc je vois. Bah, même si on exclut le côté gameplay et qu'on a juste besoin de clés pour aller à de nouveaux endroits, bah si tu prends Doom, il faut la clé jaune pour ouvrir la porte jaune, il faut la clé bleue pour ouvrir la porte bleue. Et Doom c'est 93, hein, c'est avant Super Metroid. Ouais. Du coup, la question de où s'arrête la limite du Metroidvania, elle est pas claire. Hein. Est-ce que Soul River c'est un Metroidvania? Bah il y a des gens qui vont dire non parce que c'est en 3D. Bon, ok. Est-ce que Zelda c'est un Metroidvania? Il est en est-ce que A Link to the Past est un Metroidvania? Pas évident parce que c'est un jeu qui est pas super linéaire. Hein. On peut faire les donjons dans plusieurs ordres et il faut des pouvoirs pour accéder à différents endroits de la carte. Et c'est en 2D, même si c'est vu du dessus. Est-ce que c'est un jeu où on peut revenir en arrière à ce moment-là? Et Sonic, tu peux repartir en arrière. Mais tu restes prisonnier d'un niveau, oui. Enfin, il y a plusieurs twists possibles à cette définition. Oui. Il y a plusieurs twists possibles. Est-ce que finalement, et ça c'est la hot take de l'épisode, que je dois à mon bon ami Thibaut, merci à lui, est-ce que finalement Pokémon, ce serait pas un Metroidvania? Oh là là. Ouf. Pardon. Oui. Parce que, regarde, dans Pokémon, il y a des étendues d'eau que tu peux pas traverser. Mais une fois que tu as battu un certain nombre d'arènes de champions, eh ben, tu as la capacité surf qui te permet de traverser l'eau. Tu as de la même manière la capacité force qui permet de pousser des rochers. Et ça, ce sont des nouveaux éléments de gameplay. La capacité coupe qui permet de couper des arbustes. Ce sont des nouveaux éléments de gameplay qui te permettent d'aller à de nouveaux endroits pour chercher de nouvelles choses. Du coup, c'est le premier Pokémon en plus, en 2D, vu du dessus certes, mais en 2D. On peut retourner en arrière. On récupère ces capsules qui contiennent en fait des attaques, donc ça modifie à la fois le gameplay dans les combats et en dehors des combats. C'est compliqué de dire que Pokémon n'est pas un Metroidvania finalement, si on regarde juste les critères forts de définition du genre. Ouais. Alors là encore, je vais vraiment passer pour un invité en carton. Moi, j'ai pas trop pratiqué les Pokémon.
Un des éléments dans cette définition des Metroidvania que je pense assez important et assez dur de contourner, c'est la notion d'embranchement multiple où il faut aller dans un, revenir en arrière, et on peut faire des allers-retours dans différents couloirs qui sont... Donc, je connais pas suffisamment les Pokémon pour savoir si ça marche comme ça. Est-ce que tu peux m'éclairer ? Selon les titres, il y en a où tu peux faire les champions d'arène dans plein d'ordres différents. Tu peux en sauter certains pour revenir les faire plus tard. Tu peux faire beaucoup de choses. L'environnement est assez libre. Tu peux te déplacer assez librement, modulo les capsules dont tu as besoin pour avoir les moyens de traverser des obstacles en particulier. Donc, ouais, tu peux faire ta partie un petit peu comme bon te semble. Hein. Mhm. C'est pas un souci de ce côté-là. Même si, à un moment, il faut quand même tout faire pour aller au bout. Et par contre, ouais. Donc, un autre élément dont je parlais au début, à propos des Metroidvania, et du coup, ça va nous permettre de revenir sur ce qu'on disait vis-à-vis de Super Metroid et de Castlevania Symphony of the Night. Je disais que Super Metroid avait posé les bases esthétiques du genre dans le sens où, quand on met la carte de l'environnement dans Super Metroid, on a un code couleur qui est très, très, très clair, avec les pièces pas visitées en bleu et les pièces visitées en rose. Oui. Et ça, c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans les Castlevania qui ont suivi. Et donc, c'est vraiment un élément esthétique très fort. Hein. Ces rectangles et ces carrés bleus et roses qui représentent les endroits où on est allé. Alors, les auditeurs ne le voient pas, mais je me tortille sur ma chaise. Parce que je vois où tu veux en venir. Alors, pourquoi tu tortilles sur ta chaise, Pete ? Parce qu'il se raconte dans le petit milieu de l'internet qu'un certain Pete Mull aurait fait Symphony of the Night sans se rendre compte qu'on avait accès à une carte en appuyant sur Select et que ça lui a pris du coup des plombes et que c'était pénible. Parce qu'il était un petit peu neuneux. Voilà. 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 Comme quoi, s'il y avait un conseil qu'on pouvait retirer de cet épisode, c'est appuyer sur Select. Déconnez pas, les gens. Déconnez pas, vraiment. Ouais. Select, c'est important. Ne vous moquez pas du bouton Select. Select. Ah non, mais moi, je pense que c'est courageux de partager cette anecdote. Et en plus, ce qui est beau, c'est que du coup, à l'époque, tu n'avais pas vu le lien esthétique entre les codes créés par Super Metroid et qui ont été suivis par les Castlevania à la suite. Du coup, on retiendra de cet épisode que Pokémon est un Castleroid, que c'est mieux de dire Castleroid que Metroidvania, que si vous aimez pas Hollow Knight, c'est pas grave, regardez une Solus ou même regardez-le sur Internet ou même n'y jouez pas. Et puis, je vous rappelle que Hot Takes et Slow Burn est un podcast Studio Carton C. N'hésitez pas à aller écouter Pragmastic, le podcast qui vous parle d'expériences de jeu. Je tiens à remercier Simon pour la musique du générique. Je tiens à remercier Vincent pour la voix off au début de l'épisode. Je tiens à remercier Paul pour son travail de montage et la magie qu'il opère à chaque fois. Je tiens à te remercier, toi, Pete, évidemment, d'être venu me rendre visite dans cette belle émission. Merci de m'avoir invité, surtout. C'était un honneur. Un honneur que je partage. Et merci à vous, évidemment, de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, je suis Mythe la Mythe. Et n'oubliez pas d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, salut tout le monde. Salut.